Bonjour, alors dans cette séquence, je te propose de revenir sur une chose très importante qu'on a découverte dans la séquence précédente. Rappelle-toi, dans cette séquence, je t'ai montré une petite vidéo dans laquelle on voyait que deux fils parallèles qui véhiculent deux courants de sens opposés subissent des forces d'interaction répulsives. C'était une découverte fondamentale de la part d'Ampère, puisque ça lui a permis de confirmer ce que son intuition lui indiquait, c'est-à-dire qu'un courant génère non seulement un champ magnétique, mais il est aussi sensible au champ magnétique. Rappelle-toi, ce courant subit cette force parce qu'il est plongé dans le champ magnétique que génère ce courant-ci. Voilà, et donc l'objectif de cette séquence, c'est d'étudier, de caractériser la force d'interaction en fonction des paramètres des deux courants qui sont impliqués dans ces forces. Et ça, ça va nous conduire à la formule d'Ampère qu'on va donc découvrir dans quelques longues minutes. Alors voilà, je ne vais pas traîner, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais étudier la force sur le fil de droite ici, qui est dû bien sûr au champ magnétique dans lequel ce courant est plongé. Voilà ce champ magnétique. Alors je ne vais pas utiliser la perspective pour commencer. Je vais essayer d'avoir des représentations les plus claires possibles pour commencer. Et pour ça, je vais faire comme d'habitude. Je vais placer ici un observateur qui va nous montrer ce qu'il voit. Alors il voit ici un courant qui vient vers lui. Le voilà, c'est le courant qui vient vers toi, qui sort du plan de ton écran. Et ici, il voit à droite ici un courant qui s'éloigne de lui. C'est le courant ici qui rentre dans le plan de ton écran. C'est à ce courant-là que je vais m'intéresser. Je vais m'intéresser à la force qu'il subit. Et s'il subit une force, c'est parce qu'il est plongé dans le champ magnétique qui sera forcément donné par la formule de Biot et Savart, liée donc à ce courant-ci. Donc la formule de Biot et Savart me montre que le champ magnétique de ce courant est donné dans la direction de la règle de la main droite. Je mets le pouce dans le sens du courant, mes doigts de la main droite indiquent le sens dans lequel circule le champ magnétique ici, et je peux donc le représenter ici comme étant vertical, dirigé vers le haut. Et voilà, on voit donc que ce courant est plongé dans ce champ magnétique. Et c'est ça qui donne lieu à la force observée donc par Ampère. Et cette force, selon les observations d'Ampère, est une force radiale répulsive. Et puisqu'elle est radiale, elle n'apparaît pas parallèle au champ magnétique. Et ça, c'est quelque chose de bizarre. Le champ magnétique, on l'avait introduit en fait en tant que champ de force. Rappelle-toi, le champ magnétique, quand on l'a en un point de l'espace, on sait très bien que si on vient mettre une charge magnétique positive ici, elle va subir une force dans le sens de ce champ magnétique. Et le champ magnétique est tout simplement défini comme étant la force divisée par la charge elle-même, exactement comme on l'avait fait pour le champ électrique. Donc on voit que ces champs cachent une force, et pourquoi on a tendance à les appeler des champs de force. Pour obtenir le champ électrique, je prends la force électrique que subit une charge et je la divise par cette charge. C'est pourquoi les choses sont simples ici. La force apparaît donc parallèle au champ électrique, ce qui n'est pas le cas ici. La force n'est plus parallèle au champ magnétique. Le champ magnétique semble avoir perdu son statut de champ de force. Voilà, alors on constate donc une certaine complexité qui, à y regarder de plus près, semblerait bien due à la nature du courant. Ici, c'est le courant qui est sensible au champ magnétique. Ici, c'était des charges qui sont sensibles au champ. Si c'est une charge, c'est un objet qui est simple, une charge. Une charge se réduit à une petite boule dans l'espace, très petite, et je peux associer à cette petite boule un scalaire, un nombre qui représente la charge elle-même. En divisant la force par la charge, j'obtiens le champ. Voilà. Alors je pourrais faire la même chose ici, mais ici, j'ai bien un nombre qui définit le courant, mais ce courant est orienté, tu vois ici qu'il a une orientation précise. C'est l'orientation qui rentre dans le plan de ton écran. On voit bien qu'un courant, même s'il n'est pas noté comme un vecteur, est en réalité un vecteur. C'est une grandeur qui a une orientation, qui a un module représenté par le courant lui-même, et qui a une orientation dans l'espace. Et donc voilà, pour obtenir l'équivalent de ceci, pour obtenir le champ magnétique, je devrais prendre une force qui est un vecteur divisé par une grandeur qui est aussi vectorielle. Ça n'a plus de sens, la division par un vecteur, mathématiquement, n'a pas de sens. Et donc on comprend bien que voilà, on est sur une
une situation ici bien plus complexe. Les mathématiques associées au magnétisme seront bien plus compliquées que les mathématiques associées à l'électricité. On le sent venir, cette complexité. On a un système ici de 3 vecteurs qui ont des directions relatives entre eux, voilà, qui ne sont pas faciles à analyser. Alors ce que je te propose de faire pour se familiariser à cette complexité, c'est d'étudier ici la force que subit ce courant. L'expérience montre que cette force est répulsive comme celle-ci, c'est la force opposée à celle-ci, de façon à ce que le système de force obéisse à la 3e loi de Newton. Voilà, alors on va analyser cette force au regard du champ magnétique que subit ce courant. Le champ magnétique, il est donné par la règle de la main droite avec le pouce dans le sens de la force ici. Je vois que le champ est aussi vertical vers le haut. Voilà, et là de nouveau, je me retrouve devant cette complexité de systèmes de 3 vecteurs qui ont des orientations relatives. Alors voilà, je vais te demander ici si tu penses que cette configuration de 3 vecteurs est équivalente à celle-là. Autrement dit, est-ce que tu vois un point commun entre ces 2 configurations de vecteurs? Je te laisse un petit peu réfléchir à ça, tu peux arrêter l'image si tu veux. Mais voilà, alors je vais t'aider à y voir un petit peu plus clair ici, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas évident. On va analyser ici les positions relatives de ces 3 vecteurs grâce à la main droite. Je te propose de mettre le courant dans le sens des doigts, de mettre la paume de la main dans le sens du champ B, de manière à ce que quand tu relèves les doigts de la main droite, tes doigts indiquent la direction du champ B. Et tu vois que le pouce alors indique la direction de la force. C'est une manière de repérer les positions, les directions relatives de ces 3 vecteurs. Tu es d'accord? Et là, tu commences sans doute à y voir plus clair, parce que si tu regardes ceci, tu vois que le courant qui est ici sortant est ici rentrant. Et tu vas prendre cette configuration de 3 vecteurs ici, comme ceci, et tu vas tourner ta main comme ceci. Et tu vas voir que tu as la même configuration en réalité. Je vais la représenter ici pour celle-ci. Tu vas la tourner de 180 degrés, cette main, et tu vas l'obtenir ici. Et tu vois que les positions relatives sont les mêmes. C'est-à-dire que j'ai bien le courant qui rentre dans le plan de l'écran, j'ai bien les doigts qui sont dans le sens ici du champ B, alors mon pouce indique le sens de la force. On voit bien qu'il y a une cohérence. Et cette cohérence nous amène à une règle qui va te permettre de voir dans quel sens s'inscrit la force qui agit sur un courant plongé dans un champ magnétique. Et cette règle, je l'ai déjà quasiment énoncée, c'est la règle de la main droite que je viens de t'expliquer. Tu vas mettre les doigts dans le sens du courant, tu vas tourner ta paume dans le sens du champ magnétique, de manière à ce qu'en fermant les doigts, tes doigts indiquent cette direction du champ magnétique. Et si tu écartes ton pouce indique le sens de la force. Voilà, c'est la règle de la main droite. On peut l'appliquer ici, on peut l'appliquer là, ça marche bien. À ne pas confondre, bien sûr, avec la règle de la main droite, avec le pouce dans le sens du courant. Cette règle-là, elle était là pour connaître la direction du champ magnétique. Ici, il s'agit de connaître la direction de la force grâce au pouce ici. Voilà, alors cette règle, elle apparaît souvent sous une autre forme, sous la règle des 3 doigts, qui est illustrée ici. Tu vas mettre ton index et ton majeur à angle droit, comme ceci, et tu vas associer au courant ton index, au champ magnétique ton majeur, et le pouce t'indiquera alors la force. Voilà, on peut voir que ça marche effectivement. Tu mets l'index dans le sens du courant, tu vas mettre le pouce dans le sens du champ magnétique, pardon, je me trompe, le majeur dans le sens du champ magnétique, et le pouce va t'indiquer la force. Tu vois que j'ai un petit peu de mal avec cette règle de la main droite, je n'y suis pas habitué, en réalité je l'aime pas trop. Voilà, et je le constate aussi chez mes étudiants, d'ailleurs, ceux qui viennent avec la règle des 3 doigts, comme ça, ont toujours un petit peu de mal à situer les 3 vecteurs sur les vecteurs qui sont devant eux. Voilà, mais tu vois que ça marche. Donc l'index dans le sens du courant, le pouce, ça y est, je suis en train de me tromper. L'index dans le sens du courant, le majeur dans le sens du champ magnétique et ton pouce dans le sens de la force. Voilà, c'est la règle des 3 doigts. Alors le problème de cette règle, c'est que non seulement je la trouve moins facile parce qu'elle est moins dynamique. Moi je préfère y aller, hop, le doigt dans le sens du courant, je redresse les doigts vers le champ B, mon pouce indique le sens de la force. C'est pas la seule raison. L'autre raison pour laquelle j'aime pas trop la règle des 3 doigts, c'est qu'elle existe aussi avec d'autres attributions aux doigts. Elle fonctionne aussi si tu mets le majeur dans le sens du courant, le pouce dans le sens du champ B et l'index dans le sens de la force. Voilà, tu peux essayer, je ne vais pas le faire.
Voilà, donc tu choisis la règle que tu veux, bien sûr. Hein. Si ton professeur te demande d'utiliser cette règle-là, ou cette règle-là, ou la règle de la main droite, tu vas forcément faire ce qu'il te dit. Voilà, donc, conclusion, on a bien une règle pour calculer, hein, pour connaître la direction de la force qui s'exerce sur un courant plongé dans un champ magnétique. Voilà. Alors, avec cette règle, je te propose d'adresser le premier paramètre qui va caractériser ici les deux courants parallèles. Effectivement, jusqu'à présent, j'ai toujours considéré des courants opposés, mais je peux très bien ici inverser le sens du courant et avoir des courants dans le même sens, comme je le propose ici. Quelle sera la force d'interaction que j'aurai là? Eh bien, on va le découvrir grâce à la règle de la main droite que je vais d'abord appliquer ici. Voilà, pour se familiariser avec cette règle tout simplement. Alors voilà, pour ça je représente le champ magnétique qui cette fois-ci rentre dans le plan de ton écran, tu es d'accord, hein, règle de la main droite ici, je le pose dans le sens du courant, c'est bien ça. Qu'est-ce que je vois là? Ben, je vois un courant qui descend, je mets les doigts dans le sens de ce courant, je vais tourner la paume vers le champ B de manière à ce que quand je les replie, mes doigts indiquent cette direction du champ B qui rentre dans le plan de ton écran, c'est bien ce que je fais là. Et tu vois que mon pouce indique le sens de la force qui est bien répulsive. Voilà, je suis maintenant prêt à regarder ce qui se passe ici. Le courant ici n'a pas changé, il est toujours rentrant dans le plan de ton écran au niveau du courant ici, mais le courant lui a changé, il va vers le haut cette fois-ci. Je mets donc mes doigts vers le haut, je les ferme vers le champ B, et tu vois que mon pouce indique une force attractive cette fois-ci. Et bien sûr, il reste à voir si cette force attractive est mutuelle. La réponse est oui, tu peux l'imaginer, hein, mais on va le faire pour se familiariser à la règle de la main droite. Je vais donc représenter ici le champ magnétique qui est sortant, tu es d'accord? Le pouce monte, mes doigts indiquent bien un champ sortant. Je vais donc prendre la direction du courant, je vais fermer mes doigts vers le champ B, et je vois que mon pouce indique bien une force attractive. Hein, conclusion, deux courants de même sens s'attirent, deux courants de sens opposé se repoussent. Hein, c'était fondamental, bien sûr, hein, ce paramètre sens du courant était forcément très important à considérer. Voilà, et bien sûr, ceci a été observé expérimentalement par Ampère. Hein, voilà, ici, on voit dans ces notes, première expérience, l'action, c'est-à-dire la force, change de signe avec le sens d'un des courants. Hein, c'est-à-dire que la force passe de nature répulsive à attractive quand on change le signe d'un des courants. C'est ce qu'on vient de démontrer grâce à la règle de la main droite. Voilà. Alors maintenant, on est prêt à aborder les autres paramètres. Un des paramètres qui va intervenir, bien sûr, c'est la longueur du courant. Alors, longueur de courant, c'est quelque chose qui est un peu ambigu, en fait, hein, parce qu'on peut difficilement imaginer qu'un courant commence là et se termine là. On sait bien qu'un courant, ce sont des charges électriques qui passent, il faut donc bien les amener, et il faut bien les reprendre, et pour ça, il faut des fils de connexion. Hein, qui vont ici jusqu'à une source de tension. Et donc, quand je parle de la longueur du courant, ben, c'est ambigu, parce que la longueur du courant, ça serait la longueur de toute la boucle de courant qui va jusqu'à la source de tension. Tu es d'accord avec moi? Eh bien, on va voir que non, on peut malgré tout définir cette longueur de courant qui va donner la force qui est ici. Pourquoi? Eh bien, parce que si j'amène les fils ici horizontalement, on peut montrer que la force qu'il subit, on va le faire d'ailleurs, hein, je ne vais pas te dire ce que ça va être, on va le calculer tout de suite. J'ai un courant ici qui génère un champ magnétique qui est rentrant. Tu es d'accord? J'ai un champ magnétique rentrant, retiens bien ça. Ici, j'ai un courant qui va par là, je vais appliquer la règle de la main droite, je mets les doigts dans le sens du courant, et je vais les fermer vers le champ magnétique. Tu vois que mon pouce descend, la force que subit ce fil horizontal est une force verticale. Je vais le faire ici en bas. J'ai un courant qui va par là. Je mets déjà le doigt dans le sens du champ B qui rentre dans le plan de l'écran. J'ai donc bien mon pouce qui montre une force qui tire ici vers le haut. Et ce qu'on constate donc, c'est que quand on amène le courant ici horizontalement, on aura juste une petite force de compression. Ici, la tige va subir une petite force de compression qui n'aura aucun impact sur la mesure de la force ici qui, elle, est horizontale. Et donc voilà, Ampère pouvait amener le courant comme ça, tranquillement, sans avoir d'influence sur la mesure de la force qu'il y avait ici entre ces deux courants. Et donc voilà, c'est pourquoi on peut parler d'éléments de courant, on peut ignorer les fils conducteurs qui sont ici, les fils de connexion, voilà, parce qu'ils ne vont pas avoir d'influence sur la force. Il suffit que ces fils soient souples, hein, et qu'ils soient amenés horizontalement.
J'espère que tu es convaincu. Je peux donc bien parler ici de ce qu'on va appeler un élément de courant. Un élément de courant qui sera caractérisé par un courant et une longueur. Voilà. Alors ça, c'est bien pour ce courant-ci, mais ce n'est plus la même chose pour ce courant-là. C'est plus délicat. Ça, c'est le courant qui est responsable du champ magnétique, qui lui-même est responsable de cette force. Et ce champ magnétique-là, il risque d'être très perturbé par les fils conducteurs qui amènent le courant. Le conducteur qui amène le courant ici et qui le reprend ici. Effectivement, là j'ai bien un courant qui va générer un champ comme celui-ci. Je prends la règle de la main droite pour avoir ce champ. Le voilà, il tourne ici. Et ici, on voit bien qu'il est là, sortant du plan de ton écran. Et bien sûr, ce champ ne s'arrête pas pile ici à la fin du fil. Tu peux imaginer que ce champ magnétique existe encore un peu ici. Il a peut-être un peu été atténué, mais il existe encore là, même s'il est plus petit parce qu'on s'éloigne de la source. Voilà, j'ai quand même des composantes de champ qui sont ici opposées à celle-là. Je prends la règle de la main droite, les doigts dans le sens du courant, je ferme vers le champ B, et je vois effectivement que j'aurai une composante de force horizontale qui va venir contrer cette force-là. Et ça, ce sera une perturbation. Donc ce qu'il faut faire pour faire cette expérience convenablement, pour mesurer cette force sur ce courant-là et rien d'autre, je vais devoir bien connaître ici, avoir un champ magnétique que je connais bien, qui sera bien déterminé. Et pour ça, je vais ici prendre un fil qui est donc beaucoup plus long, de manière à rejeter les fils de connexion ici, bien plus loin. Et comme le champ diminue en 1 sur R, il va diminuer avec la distance. Ce champ-là va finir par disparaître, ou en tout cas être négligeable. Et c'est donc ce qu'Ampère a fait. On va considérer ici que ce fil est très très long par rapport à la distance d'observation qui est ici. Et ça, c'est pratique. C'est pratique pourquoi? Parce que je vais avoir, ici pour la valeur du champ magnétique, j'aurai forcément la formule de Biot et Savart. La formule de Biot et Savart qui me montre que le champ magnétique est inversement proportionnel à la distance. Il dépend donc de la distance ici que j'ai entre les deux fils. Mais puisque les fils sont bien parallèles, ce champ B sera le même partout. J'aurai bien le même champ B là, partout, tout au long du fil, j'aurai bien le même champ magnétique. Et ça, ça va me permettre d'avoir une correspondance entre la force et ce champ magnétique. Si le champ magnétique était variable ici, je ne pourrais pas établir de correspondance entre cette force et le champ magnétique. Donc voilà, cette condition-ci est très importante. J'ai bien une force qui va dépendre d'une valeur de champ magnétique qui est bien établie sur toute la longueur de l'élément de courant. Voilà. Et dans ces conditions-là, je peux y aller. Je peux étudier l'influence des paramètres des courants sur la force qui est ici. Alors le paramètre qui tombe sous le sens ici, c'est la distance de laquelle je suis en train de discuter. On va analyser cette distance qui apparaît ici dans le champ magnétique. Alors si elle apparaît dans le champ magnétique, c'est parce que Biot et Savart ont constaté, avec des mesures de force ici grâce aux oscillations de l'aiguille de boussole, rappelle-toi, ils ont constaté que la force magnétique exercée sur les monopôles opposés qui se trouvent dans cette aiguille de boussole, cette force évolue en 1 sur R. Plus on s'éloigne, plus elle est faible. Ok, alors cette force-là révèle bien sûr la force qu'il y a sur le monopôle qui est ici, je vais le représenter, voilà. Et bien sûr, c'est de cette observation qu'on peut tirer le fait que le champ magnétique diminue en 1 sur R, puisque ceci, il me suffit de diviser F par QM ici pour avoir le champ magnétique. J'ai donc bien un champ magnétique en 1 sur R et c'est pourquoi on l'a ici dans la formule de Biot et Savart. Alors voilà, ceci révèle bien une force en 1 sur R, mais une force sur des monopôles magnétiques. Il faut bien comprendre la situation d'Ampère. Ici, ce n'est plus un monopôle magnétique que j'ai, c'est un courant. Il n'y a plus rien de magnétique ici a priori, c'est juste un courant. Il n'y a plus de monopôle magnétique. Est-ce qu'un courant, qui subit une force manifestement, c'est ce que l'expérience montre, mais est-ce que cette force obéit aussi à une loi en 1 sur R? Il fallait forcément s'en assurer. Alors Ampère a fait l'expérience bien sûr, par exemple, ici je vais te le montrer, qu'en diminuant d'un facteur 2 la distance R, la force va doubler tout simplement. Exactement comme le champ magnétique doublerait si je diminue par 2 R, forcément, le champ magnétique double.
Donc voilà, je vais le faire ici. Hop, je vois la force qui grandit exactement comme le champ magnétique a grandi. Et donc, Ampère a pu établir que la force est inversement proportionnelle à la distance, même lorsqu'elle s'applique à un courant, et pas seulement lorsqu'elle s'applique à un monopôle magnétique. Voilà, et donc je vais mettre ce résultat. Hein, ça, c'est le signe de proportionnalité. F est proportionnel à 1 sur R. Voilà, c'est le premier élément de la formule de Ampère hein, qui apparaît ici. On va la construire progressivement. Le deuxième paramètre que je vais considérer, c'est le paramètre du courant, qui apparaît de nouveau ici dans l'expression du champ magnétique. Ce paramètre de courant, c'est le I ici, hein, ne pas confondre avec celui-ci, bien sûr. Hein, le I qui est ici, c'est bien le I qui est la source de ce champ, la source du champ qui est là, hein, qui est ici, c'est bien ce courant-là. Hein, donc pour bien le différencier, pour le moment je vais donner la même valeur, je vais donner ici une autre valeur, je vais l'appeler I0. Et si je l'appelle I0, c'est par analogie avec la notion de charge d'essai. Hein, rappelle-toi, Coulomb a étudié la nature de la force électrique ici, en sondant ici cette force, en la déplaçant par exemple, pour faire varier la distance R. C'est comme ça qu'il a pu voir que la force évoluait en 1 sur R carré. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire. C'est en déplaçant ce courant que je peux appeler un courant d'essai, par analogie à cette notion de charge d'essai. C'est en déplaçant ce courant qu'on a vu que la force évoluait en 1 sur R. On voit déjà une différence, c'est 1 sur R carré pour l'électricité ici, et c'est 1 sur R pour la force magnétique entre deux fils. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais étudier l'influence de ce courant-là. C'est bien ça que je fais ici. Alors pour le champ magnétique, on voit que si je double le courant, ce que je vais te proposer de faire ici, je passe de I à 2I, hein, I' vaut 2I, le champ B', le nouveau champ, vaudra donc 2 fois le champ que j'avais avant. C'est ça que signifie cette proportionnalité au courant. Alors ça, Biot et Savart l'ont mesuré de nouveau avec les oscillations du dipôle magnétique que constitue l'aiguille de la boussole. Ces oscillations, les fréquences d'oscillation, indiquaient effectivement que la force que subit un monopôle est proportionnelle au courant I qui est ici. Okay. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à dire que le champ magnétique est proportionnel au courant. De nouveau, est-ce qu'il en est de même pour une force qui s'exerce sur un courant? Pour une force qui s'exerce sur un monopôle, c'est inscrit ici, ça a été fait par Biot et Savart. Mais pour une force qui s'exerce sur un courant, Ampère l'a fait. Voilà, et donc il l'a fait tout simplement. Il a constaté que c'était la même chose. Quand on double le courant, on a une force qui est 2 fois plus grande. Quand on triple le courant, on a une force qui est 3 fois plus grande. Bref, il y a proportionnalité, c'est ce qu'indique l'expérience. Et donc je vais l'indiquer ici. La force est proportionnelle au courant et inversement proportionnelle à la distance à laquelle on se trouve du courant. Voilà, on progresse. Je peux maintenant passer à une autre caractéristique du courant. C'est tout simplement la longueur de l'élément de courant, c'est une évidence. Alors voilà, là c'est assez évident, je vais te laisser un petit peu réfléchir. À ton avis, comment la longueur du courant ici intervient dans la formule de la force ici? Tu as certainement une idée. Essaie de comprendre pourquoi tu proposes ce que tu proposes. Réfléchis un petit peu. Voilà, tu peux arrêter l'image si tu veux, moi je vais continuer. Forcément, voilà, si tu vois ici ce qui se passe, tu vois un courant qui est établi sur une certaine longueur L, tu peux bien imaginer que la force que je représente ici, elle résulte d'une force qui est distribuée tout le long de ce courant. Tout le courant subit le même champ magnétique depuis le bas jusqu'en haut, et donc chaque portion du courant ici subit exactement la même chose. Et c'est ce que je vais représenter comme ceci, c'est ce qu'on appelle une force distribuée. Sur toute la longueur, j'ai une force qui s'exerce en tout point. Et quand je somme tous ces vecteurs force, j'obtiens le grand vecteur force qui est ici. C'est évident qu'on a affaire à une force distribuée. Et donc si c'est le cas, si je prends une demi-longueur de cet élément de courant, c'est ce que je vais faire maintenant, là je ne prends que la moitié des petits vecteurs qui sont ici, j'ai donc la force F' quand je vais les sommer. Ici même chose, je ne prends que la moitié de ces petits vecteurs, j'aurai bien la force F'. Si je prends un quart de la longueur, je ne prends qu'un quart de ces petits vecteurs, j'aurai une force F sur 4.
Bref, tu as compris, c'est une évidence. Hein, la force est directement proportionnelle à la longueur de l'élément de courant qu'on considère. Voilà. Et maintenant, le dernier paramètre qui nous reste, eh bien, c'est l'élément de courant. C'est le courant lui-même, hein, de cet élément de courant. Voilà, c'est I0. C'est le courant d'essai. Voilà, alors pour analyser l'effet de ce courant, ben, je vais tout simplement te proposer une petite expérience de la pensée. Je vais reprendre exactement le même élément de courant, mais je vais le considérer très éloigné ici, quelque part. Voilà, pas d'influence sur la force, s'il est très éloigné, mais maintenant je vais le rapprocher. Je vais les rapprocher, tu peux imaginer qu'il y a des fils de connexion horizontaux et tout ça, mais voilà, on va passer la complexité expérimentale. On va le rapprocher très très fort, ici, de manière à ce qu'ils soient l'un contre l'autre. S'ils sont très proches l'un de l'autre et qu'ils sont très fins, ben je peux estimer qu'ils sont au même point ici, c'est-à-dire qu'ils vont subir le même champ magnétique. Ils subissent le même champ magnétique, ils véhiculent le même courant, hein, ce sont les mêmes courants, donc dans le même champ magnétique, ils vont subir forcément la même force. Donc j'ai ici les deux courants qui subissent la même force. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est considérer ces deux tiges ensemble. Je vais les lier avec des élastiques, par exemple, ou du scotch. Voilà, pour en faire un seul objet. Je vois maintenant un seul objet ici qui subit deux fois la force F. Donc forcément, il va subir la force 2F au total, ce nouvel objet qui est fait des deux tiges. Et quel est le courant qui véhicule? Cette nouvelle tige, cette tige double véhicule, tu le vois encore, hein, deux fois le courant I0, forcément. Ce sera donc 2I0. Et donc on voit tout simplement que quand on double le courant, on double la force. J'aurais pu faire ça avec trois tiges, j'aurais triplé le courant, j'aurais triplé la force, c'est une évidence. Hein, donc tu as compris, c'est très simple. Hein, le courant ici de l'élément de courant qui subit la force qu'on est en train d'étudier, rentre directement ici au numérateur, exactement comme le courant I. Voilà, ça, ça va nous fournir la formule d'Ampère, hein, de la force magnétique. Et tu vois que j'insiste ici sur la nature magnétique de cette force. Selon Ampère, c'est cette formule-là qui traduit la véritable nature du magnétisme. Le magnétisme est dû à des courants, et ce sont les courants qui sont sensibles au champ magnétique et qui provoquent cette force. Voilà, j'ai donc mis M ici pour magnétique, et tu vois que j'ai introduit une constante ici, Km, qui traduit la proportionnalité qui a été observée donc expérimentalement par Ampère, comme on vient de le voir. Voilà, c'est donc la formule d'Ampère qui permet de caractériser la force entre courants. J'ai ici un élément de courant, I0 fois L, qui apparaît donc comme un produit. I0 fois L, c'est l'élément de courant qui est ici, et caractérisé par cette grandeur. Voilà. Cet élément de courant subit une force Fm lorsqu'il est plongé dans le courant I, qui se trouve à la distance R de ce courant. Et la constante de proportionnalité, c'est le Km qui est là. Voilà. Voilà, ceci c'est la formule d'Ampère. Alors, si tu regardes sur Internet ou dans un livre d'électromagnétisme et que tu recherches la formule d'Ampère, tu risques de tomber sur la formule qui est ici, qui est bien plus compliquée. Hein, c'est pour te dire que ceci n'est qu'un cas particulier, particulièrement simple de la formule d'Ampère. C'est parce que j'ai considéré deux courants parallèles, dont un est d'extension infinie. Ici, Ampère essaye d'être tout à fait général, il prend des courants de longueur limitée, tous les deux, et il leur donne n'importe quelle orientation. Alors on peut montrer que pour orienter des courants comme ça, tout à fait quelconque, eh bien, il faut trois angles, l'angle θ', l'angle θ, et encore un troisième angle qu'on voit apparaître dans la formule ici, oméga. Et on voit que la formule est vachement compliquée. Voilà, hein, donc Ampère s'est lancé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la formule d'Ampère. En fait, elle n'est plus vraiment utilisée, cette formule, on utilise un autre formalisme. Hein, ça, c'est l'électrodynamique quantique, c'est le terme, pardon, l'électrodynamique tout simplement, de Ampère, et, pas quantique, excuse-moi, je suis un peu fatigué, c'est l'électrodynamique d'Ampère qui est remplacée maintenant par la théorie moderne de l'électromagnétisme. Ah, donc voilà, cette formule-ci n'est plus jamais vraiment considérée pour se familiariser avec le champ magnétique et la force magnétique en général, on voit encore cette formule-là.
Voilà. C'est ici que cet exposé se termine. Hein. On verra dans l'exposé suivant qu'on va comparer cette formule à la loi de force électrique de Coulomb. Et effectivement, hein, on va voir ici que ce courant d'essai joue le rôle ici de la charge d'essai. Hein, la source de champ, c'est le courant I, ici c'était Q. Le R, ici on le retrouve en 1 sur R carré, ici on retrouve 1 sur R. Et la constante de force électrique de Coulomb, eh bien, l'équivalent ici, c'est cette constante Km qu'on pourrait appeler la constante de force magnétique. Hein, je te propose de venir voir la séquence qui suit, hein, dans laquelle on va s'intéresser à cette constante de force magnétique. Voilà, donc, je te dis donc au revoir ici, te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.